on s'en sort pas de ce 120%. Est-ce que tu veux que je fasse le sommaire au moins, qu'on ait l'impression de faire quelque chose? S'il te plaît. Si, alors d'accord. Attends, parce que du coup je pars, j'ai même pas regardé comme d'habitude. Benoît, Pili, mercredi. On est mercredi aujourd'hui. Ah bah c'est bien, les mini ninjas. Voilà, ça c'est ça le truc, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un truc du net, non? Mini ninja. Voilà, Rose Trip Light, la minute du geek, Tokyo Café. Et maintenant les news, et on revient tout de suite à notre débat avec Alex. Voici la dernière vidéo en date de Red Steel 2, le FPS dédié à la Wii et au Wii Motion Plus développé chez Ubisoft. Maintes fois repoussé, ce titre a largement évolué au cours de son développement, que ce soit au niveau de sa direction artistique ou de son gameplay, pour finalement intégrer l'utilisation du nouvel accessoire Nintendo, sorti avec Wii Sports Resort. Présenté sur les derniers salons, ce titre promet énormément et pourrait même devenir la référence FPS sur Wii, mais jugez plutôt par vous-même. Red Steel 2 est annoncé pour le début d'année prochaine. Le jeu de stratégie temps réel Ruse, spécialisé dans le trompe-l'œil et l'infiltration, sera l'un des premiers titres à tirer parti des fonctionnalités multitouch de Windows 7. Prévu pour 2010 sur PC donc, mais également sur console, le titre Ubisoft va donc gérer le multitouch. Mais c'est quoi le multitouch? Eh bien, pour faire simple, ce dernier nécessite un écran tactile sur lequel l'utilisateur pourra ensuite réduire, agrandir et déplacer des éléments visuels uniquement en bougeant ses doigts. Un peu comme sur les iPhones ou la fameuse table tactile utilisée par Ubi pour présenter son jeu sur les salons. At your command, sir. At your order, sir. Allons-y. Ton Miyazaki préféré? Ah, tu veux vraiment l'avoir? Ouais, si Franchement, tu veux me le dire, j'hésite. ça me ferait plaisir. Ok, j'hésite. J'hésite entre... Alors attends, je peux deviner? Vas-y, mais... Je pense que c'est soit Mononoke, soit La Puta. Mononoke, t'as complètement faux. Merde. Vraiment. C'est pas du tout mon préféré, je dirais même c'est un de ceux que j'apprécie le moins. D'accord. Lapidez-moi, c'est bon, c'est gratuit. J'ai l'habitude en même temps. Non, ce serait vraiment entre Nausicaa et surtout Kiki, quoi. Je pense. À choisir. Et La Puta en troisième, je pense. 3. Habitué aux jeux plutôt adultes, le studio danois IO Interactive, à l'origine de licences telles que Hitman et Ken & Lynch, a surpris tout le monde avec Mini Ninja, un jeu beaucoup plus léger. Et oui, Mini Ninja a été pensé comme un jeu s'adressant avant tout aux enfants, mais qui soit assez riche pour qu'ils puissent en profiter avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Le scénario est classique, le Seigneur du Mal est de retour et il a transformé les anti-animaux dans la forêt en méchants samouraïs.
Pour ce faire, il a utilisé la puissante magie Kuji à des fins maléfiques, causant du même coup la colère des dieux. La colère des dieux sous forme de tempête dévastatrice. Les ninjas, protecteurs de la nature, sont partis mener leur enquête les uns après les autres, mais aucun n'est revenu. Le destin du monde repose donc sur les deux derniers jeunes guerriers du village, Hiro et Futo, qui devront libérer les animaux et leurs amis ninjas prisonniers des forces du mal. Ouf! L'aventure débute donc avec Hiro, le personnage le plus puissant du jeu, puisqu'il est le seul à pouvoir contrôler la magie Kuji. Il sera vite accompagné de ses amis qui proposent chacun des petites variations de gameplay lors des combats. Une fois libérés, ces derniers seront en effet sélectionnables à tout moment. Jeu d'action pur jus, Mini Ninja se décompose en plusieurs niveaux, assez vastes, dans lesquels le joueur devra remplir certains objectifs et se défaire de ses ennemis. Outre la partie exploration qui demandera de réaliser plusieurs types de mouvements selon la géographie du lieu et de collecter toutes sortes d'objets, les combats sont assez nombreux. Chaque ninja possède sa propre palette de coups qu'il faudra combiner afin de vaincre les samouraïs. Hiro, quant à lui, peut se servir de la puissante magie Kuji pour lancer divers sorts comme des boules de feu ou encore prendre possession du corps des animaux libérés. Il sera également possible d'effectuer certaines actions, comme ramper pour attaquer les ennemis par surprise, ou utiliser son chapeau comme un bateau ou une luge. Des éléments plutôt typés RPG sont aussi présents, comme les points d'expérience, mais surtout un système d'alchimie qui permet de créer toutes sortes de potions en collectant des plantes. Les mondes traversés sont plutôt jolis, et même si les décors ne sont pas très détaillés, voire même un peu lisses et vides, les couleurs et le style graphique donnent un sentiment de cohérence très agréable, sentiment renforcé par la bande-son. Le jeu d'IO Interactive a été entièrement doublé en français, et on s'amusera à aller embêter les samouraïs qui, eux, parlent japonais, juste pour les entendre s'énerver. On regrettera cependant 3 choses. L'absence d'un mode coop, qui semble pourtant évident dans ce jeu. Le prix qui va presque du simple au double entre la version PC et PS3 par exemple. Mais surtout, la mauvaise gestion de la caméra. Cette dernière se contrôle avec le stick droit et gêne parfois l'action, ce qui est fâcheux pour un jeu s'adressant d'abord aux plus jeunes. Mini Ninja, malgré ses quelques défauts, reste une excellente introduction au jeu d'action pour des enfants de 7 à 14 ans. Un titre qui pour une fois n'a pas été bâclé comme un grand nombre de jeux destinés à cette tranche d'âge. J'ai présenté Kiki à un ami récemment, Oui. encore plus vieux que nous, hein, t'imagines, qui connaissait pas. Mais c'est pas un vrai geek, quoi. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. Mais il le devient petit à petit. D'ailleurs, il a un film chinois incroyable à me montrer des années 60 ou 50, je sais plus quoi. Restauré, une vraie histoire de geek, je vous raconterai ça un jour. Et il a été extrêmement surpris par la naïveté de Kiki, et je pense qu'il a raison, et je crois que c'est ce qu'il y a de touchant dans ce film. Ça tourne à Prilonil? Ah, il paraît qu'on va parler de comics. Oui, vous vous rappelez, les Tortues Ninja avaient des bandeaux de couleurs différentes pour pouvoir les reconnaître et pouvoir vendre des jouets différents. Normalement, les Tortues Ninja, elles ont tout un bandeau mais rouge, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que les armes qui les différencient et elles n'ont pas une initiale sur la ceinture qui dit « moi je m'appelle D comme Donatello », etc. Ça a été fait pour vendre des jouets aux enfants. Et maintenant, on en vend aux adultes et les adultes, ils peuvent pas reconnaître laquelle Tortue Ninja il a acheté. Le combat d'une vie est d'expliquer aux gens que les Tortues Ninja qu'ils ont découvert eux-mêmes étant jeunes à la télé ne sont pas les vraies Tortues Ninja. Les vraies Tortues Ninja, ce sont celles-là, celles qui, comme David vient de le dire, ont tout un bandeau rouge. C'est l'époque où Frank Miller mettait beaucoup de ninjas dans ses BD. Il venait de faire Ronin chez DC, juste après Daredevil. Et petit gag intéressant, c'est que la première aventure des Tortues Ninja, je sais pas si tu te rappelles, il y a un flacon de produits chimiques qui tombe dans les égouts et qui transforme 4 tortues en Tortues Ninja. Eh bien, ce flacon, avant de tomber dans les égouts, il s'ouvre sur le bord du trottoir et il aveugle un jeune gamin qui sauve un piéton qui va se faire écraser. Et ce jeune gamin, c'est pas dit dans l'histoire parce que sinon ils auraient eu un procès, mais c'est Daredevil. Donc le flacon continue et ça devient du mutagène pour les Tortues Ninja. Et les Tortues Ninja grandissent. Est-ce que Splinter, c'est au même moment qu'il devient... Oui, tout à fait. En fait, c'est une grosse vanne, les Tortues Ninja, qui Mais c'est reprend deux. l'univers de Daredevil. C'est 2 ados qui ont créé leurs comics dans leur cave, qui étaient fans de comics et qui aimaient bien la culture un peu asiatique des arts martiaux, et qui ont tout mélangé, qui ont fait un truc pour rigoler. Ça débourrait les Tortues Ninja, c'était une BD noir et blanc dessinée Ça débourrait. Voilà, on disait ça de mon temps. Ouais, non, bien, bien. Il y avait des morts, c'était un trait noir et blanc assez gros comme Miller faisait dans Daredevil. C'était de la BD quand même underground. Ouais. Donc les Tortues Ninja, ça a super bien marché et c'était 2 gars, Eastman et Laird. Pendant très longtemps, enfin pendant pas très longtemps, ils ont continué à faire des BD, puis après ils ont été happés par la machine
à faire des flippers, des figurines, des dessins animés, des t-shirts super beaux, des slips, des maillots de bain, des tongs et tout ça. Donc ils ont arrêté de faire des BD. Et puis leurs chemins se sont séparés clairement. Il y en a un qui s'est tourné vers le dessin animé, il a ouvert un musée, il s'est marié avec une pin-up qui est assez connue. Et l'autre s'est tourné vers les grenouilles. Il a fait que des histoires de grenouilles, ça n'a pas du tout marché. Non, l'autre est resté un vrai nerd. Il a continué le studio Mirage, qui est historiquement la boîte d'édition des Tortues Ninja. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, il a racheté les parts de son pote. Donc maintenant, Peter Laird est le seul propriétaire des Tortues Ninja. Eastman n'a plus. Voilà. Mais bon, il a racheté le magazine Heavy Metal, et Eastman, il fait plein de trucs quand même, quoi. Et donc, les studios Mirage sont repartis de plus belle et publient des nouvelles histoires. C'est pour ça qu'on a eu le film en 3D ? Non, le film en 3D, c'est juste pour relancer la machine. Mais l'autre machine, le côté commercial, grand public. Mais il était bien, ce film. Ça va. Ça va, voilà, Daniel est pas content. La pin-up, c'est Jolly Strain. Donc, pour finir, il a relancé les éditions Mirage, et c'est ça que Weta traduit. D'accord. Des histoires supervisées ou même parfois écrites par Peter Laird, un des deux créateurs originaux, dessinées par les gars du studio de bande dessinée Mirage, et qui reprennent les thématiques et les personnages des vraies tortues, celles qu'ont toutes, je le rappelle, un bandeau rouge. Enfin, en tout cas, on est là pour parler d'une édition française toute nouvelle, TMNT. Les Chroniques des Tortues Ninja, c'est un tout petit éditeur qui s'appelle Dagon, qui réédite, là on en est à 2 volumes pour l'instant en France, et il y a le 3e qui va être édité. C'est rare déjà de retrouver les Tortues Ninja, et en Moi, plus je suis super content. Et en plus c'est des aventures qui se déroulent aux États-Unis en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas du ressucé, c'est pas du vieux, c'est du maintenant quoi. C'est après la mort de Shredder. Spoiler! C'est après la mort de Shredder. Bah non, tout le monde le sait. Voilà, c'est la suite. Et il y a une histoire qui est vraiment bien, c'est Justice aveugle pour Leonardo. En fait, Leonardo retrouve un combattant. Ah, excusez-moi, je pars, j'ai une émission. Pardon, voilà. Leonardo se retrouve dans un combat face à un membre du clan foot qu'on ne connaît pas, il se rappelle même pas de qui c'est. Le gars lui dit ouais tu m'as aveuglé salaud, lui il se rappelle même pas quand il a pu faire ça, et le mec lui envoie un poison dans le sang et ça rend Leonardo aveugle. Et on obtient un truc vachement graphique en fait, que des histoires en noir et blanc. C'est bien écrit, voilà, il continue à pomper Miller, très bien, ok, donc Daniel est vraiment sympathique. Dans les volumes, il y a plusieurs histoires à l'intérieur à chaque fois, comme un comics, comme un recueil. Comme un recueil. Ils sont malins, ils ont fait un format manga pour attirer les jeunes. Ouais. Ruse. Ne loupez pas Justice aveugle pour Leonardo, parce que c'est en noir et blanc. C'est une raison, ça ? Non, mais ça fait une belle chute pour l'émission. Superman. Et ton Spielberg préféré, ça c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Bah, pas plus que Miyazaki, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. Tu veux pas me dire un autre truc que Spielberg? Ton Max Pécasse préféré? Oh, ça va. Genre, ouais, c'est bon. Non, bah, ok. Ton Spielberg. Scorsese préféré? Moi, c'est Les Affranchis. Ouais, bah, J'en peux plus ouais, des pas Affranchis, loin. c'est trop bien. Non, mais attends, on va revenir sur Spielberg quand même. Toi, je crois que c'est Kundun, non? Ah, pour Scorsese? Ouais, ou À tombeau Tu ouvert. sais, on vieillit. À hein, tombeau donc, ouvert, je crois que t'as... On vieillit, ouais, tombeau ouvert, je kiffe à mort, mais en même temps, qu'est-ce que je peux dire, mis à part Taxi Driver? Driver, ouais, putain. Tu vois. Enfin, en même temps, Scorsese, c'est toujours... Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! On dit souvent que la fête d'Halloween, qui tente de s'importer en France depuis quelques années, est un concept typiquement américain. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et on pense désormais que cette fête renvoie à la lointaine tradition celtique de la fête du Samhain. Le mot Samhain vient du vieil irlandais Samhain, qui signifie fin de l'été. Il s'agissait d'une fête druidique qui prenait place 7 jours durant, autour du 1er novembre. La fête symbolisait le passage entre la saison claire et la saison sombre. C'était une période mystique durant laquelle le monde des vivants communiquait avec celui des dieux, les fameux Tuatha Dé Danann. La fête du Samhain était aussi pratiquée par les Gaulois, sous le nom Samonos. De nombreuses légendes prennent place durant le Samhain, comme par exemple la légende de la cité d'Is. Après la christianisation de l'Irlande, la fête du Samhain a été intégrée à la tradition chrétienne et amalgamée à la fête de la Toussaint, qui se déroule à la même époque.
Après tout, le principe est globalement similaire, une nuit magique pendant laquelle on rend hommage aux morts. En vieil anglais, la fête de la Toussaint est appelée All Hallow Even. Hallow est une ancienne forme de Holy, qui signifie saint, et Even a donné evening, le soir. Le nom Halloween signifie donc le soir de tous les saints. Le symbole de la fête d'Halloween, la citrouille grimaçante, vient également d'un vieux conte irlandais, la légende de Jack O'Lantern. Jack aurait été un vieil avare qui aurait demandé au diable une année de vie supplémentaire en échange de son âme. Une fois le moment venu de payer sa dette, Jack réussit à entourlouper le corps nu. Mais comme le paradis lui était aussi refusé, il fut condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts, éclairant son chemin à l'aide d'une bougie placée dans une citrouille. Et donc, vas-y, bon, Spielberg. Vite. Ah, Spielberg. Comme ça, sans réfléchir. Sans réfléchir, je dirais Rencontre du troisième type. C'est pas ce que t'attendais? Non, si. Oh, ouais, non, mais moi j'aime bien aussi. Non, parce que sinon j'aime aussi beaucoup. Quoi que je l'ai revu, j'étais un peu déçu, c'était l'Empire du Soleil. Mais quand j'étais. Il y a 6-7 ans, j'aurais dit l'Empire du Soleil, parce que c'était un souvenir d'adolescent. Et maintenant que je l'ai revu, je suis un peu moins fan. Mais bon, Rencontre du troisième type, je pense que c'est la bonne solution. Au moins, les gens façonnent des montagnes, un peu comme Anno Life. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日は去年もあったようなカプコンさんのパーティーにお招きされてるんで行きたいと思うんですけれども、ほら、早速見えました。デッドライジング2のプレスパーティーがあるんですね。今年はどんなパーティーなのか、一緒にみんなで楽しみましょう。あ、ほらちゃんとカプコンの人がいて。ほらもうなんか外人さんがたむろってます。じゃじゃーん、着きました。ゼストに到着です。ということでデッドライジング2のパーティー、早速入りたいと思います。中ですか？わかりました。中行きます。行きます。さあ入ってきました。こんばんは。なんと稲船プロデューサーがいらっしゃるので、こんばんは。はい、こんばんは。ご紹介など。はい、カプコンの稲船です。今日はデッドライジング2のパーティーをやってます。ですね、皆さん覚えてますか？私たちノーライフでロックマンスペシャルをやったこと覚えてますか？稲船さんにインタビュー、それ持ってきたの。これ焼いたんで見てください。ありがとう。なんか始まった。デッドライジング2のパーティーに呼ばれているのは日本のジャーナリストさんと私たちヨーロッパのジャーナリストさんと、そしてアメリカのジャーナリスト、世界中からみんなが集まってますね。何か始まったみたい？なんだ？美人なお姉さんが出てきた。イエーイ！ Everybody, let's get a really big hand of applause for the producer of DR2, Mr. Keiji Inafune! 稲船さん、ライダースかっけー。Alright, hold your horses, かっけー。デッドライジング2の、プレアブルですね、初のプレアブルを、プレスの方に触っていただくということで、特に、外国から来ていただいたプレスにですね、焦点を当ててですね、外人受けするように持っていこうということで、私のことですね。外国から来た日本人ですけど、今年の TGS は、皆さん正直どう思いましたか？ I got a quick question for all. What did you think of TGS this year? Be honest. Did it suck or was it great? We really have to be honest. TGS 会場行ったらですね、あまりにつまらなくてですね、こんなんじゃダメだと、日本のゲーム業界も終わったなっていうふうに思ってしまったんですけど、終わってないっていうことを見せるためにですね、ここにデッドライジング2を用意しました。And so personally, when I look around all the different games, 命がけのショーにですね、参加してもらって高価な商品を持って帰ってもらおうというのが今回の企画です。There's a special なんだうわー、こ
のかっこいいジャケットがいつ着ればいいの？これ私が買ったらこれ着てベリブに乗ってパリの街を疾走するわ。ゲーム鶴の輪に参加するのにこういう紙をもらいます。私の番号はバンサンク。バンサンクが今夜のガニオンズです。さあじゃあちょっとねプレイできる木を探して早速やりたいと思います。並んでよ並んでよいくよ。とりあえずね連打して連打でこれゴーゴーゴーゴーゴーゴー鈴鹿ゴーゴーゴーやっていくよ。いったー親指だ。1位だと思ったら3位だった。このジャケットが世界一似合うのは私だったのに残念ながら負けちゃいました。すいません下手くそで本当に残念。でもねなんか今年のカプコンさんのソウル本当に楽しくてエキサイティングでした。去年のあれは何だったの夢と